Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club. Expert en rien, passionné de tout. Bonne année, meilleurs vœux, tout ça, plein de belles choses pour cette année 2025. Mais surtout, qui dit nouvelle année dit aussi révélation sportive. Et côté français, on est plutôt très bien servi ces derniers temps avec évidemment les superstars Wemby, Léon Marchand ou les frères Lebrun, mais aussi Mathieu Pavon, sûrement rookie de l'année du PGA Tour, l'élite du golf mondial. Mais tous ces gars-là, vous les connaissez bien, je vous en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne et dans tous les cas, tout a déjà été dit sur eux. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mes 5 pépites françaises à suivre en 2025. Des sportifs français très prometteurs qui ne se sont pas encore imposés sur la plus grande scène de leur sport, mais qui pourraient faire beaucoup de bruit dans les semaines et les mois à venir. Il y aura des jeunes forcément, mais aussi des athlètes qui arrivent au plus haut niveau sur le tard ou dans des sports aux carrières beaucoup plus longues. La France tient-elle le nouveau John Isner du tennis mondial? Est-ce qu'on est sur le point d'avoir un nouveau meneur dans les traces de Tony Parker en NBA ou bien encore des futurs champions en Formule 1 ou en UFC? Ok, je m'emballe peut-être un tout petit peu, mais c'est le genre de potentiel dont on va parler aujourd'hui. Donc on est parti, on perd pas plus de temps. On n'oublie pas de liker la vidéo, de lâcher un petit commentaire et de s'abonner pour donner de la force au Poto Sport Club. Allez, on commence ce top 5 des Français à suivre en 2025 avec Nolan Traoré, la nouvelle pépite du basket français qui a déjà attiré l'œil des recruteurs en NBA. À seulement 18 ans, il fait aujourd'hui le bonheur du club de Saint-Quentin en Betclic Elite, la première division du basket français. Et pour beaucoup, incarne le futur du poste de meneur en équipe de France. Donc je vais vous en dire un peu plus sur l'un des plus gros prospects de sa génération. Il a fait ses classes à l'INSEP comme Tony Parker, Boris Diaw, Evan Fournier et beaucoup d'autres grands noms du basket français. À seulement 17 ans, alors qu'il jouait déjà en National 1, il a aligné déjà 17 points et 5 passes de moyenne contre des adultes expérimentés. Il a ensuite explosé en 2024 grâce à de grosses performances dans les catégories jeunes sur la scène internationale, à commencer par le Nike Hoop Summit où il inscrit 18 points et 5 passes face aux meilleurs jeunes de son âge, mais c'est surtout lors du Adidas Next Gen Tournament avec le Pôle France qu'il va exploser les stats avec 45 points, 9 passes à 14 sur 22 au tir face au U18 du FC Barcelone en demi-finale du tournoi. Après ses perfs, il a ensuite rejoint le monde pro en signant à Saint-Quentin en cours de saison 2023-2024 et a joué un rôle important dans la qualification en play-off de son équipe avec des stats aux alentours des 11 points de moyenne. Côté équipe de France, il a connu ses premières sélections au mois de novembre pour des matchs de qualification à l'Eurobasket avec des performances solides face à Chypre, des performances qui font saliver les fans français avec ce profil de meneur scoreur qui manque au basket tricolore ces dernières années. Même si cette saison, deux autres meneurs plus expérimentés que Nolan Traoré émergent aussi en Betclic Elite, évidemment Nadir Effi au Paris Basket et Théo Malédon à l'Asvel. Donc à voir si ces joueurs seront à la disposition du sélectionneur, mais en tout cas, il devrait y avoir un plus gros vivier à ce poste et ces trois-là devraient se disputer la place de meneur titulaire en équipe de France. En termes de profil, c'est un meneur de jeu qui mesure 1,93 m et incarne un basket moderne très porté sur l'offensive et l'explosivité. Très bon scoreur grâce notamment à un premier pas de malade qui lui permet d'attaquer le cercle avec une facilité déconcertante. Il excelle aussi en transition, toujours grâce à sa vitesse et sa coordination. Plutôt bon défenseur sur les deux postes arrière, également grâce à sa taille et son envergure. Mais à seulement 18 ans, il a encore forcément des choses à travailler comme sa sélection de shoot qui a tendance à tirer son pourcentage vers le bas ou sa discipline, lui qui peut être un peu fougueux par moments, surtout dans les moments chauds, car il sait qu'il peut s'appuyer sur un talent individuel très fort. Mais avec l'âge et du travail, ce sont des choses que Nolan devrait pouvoir corriger sans trop de soucis. Donc, pas trop inquiet pour lui à ce niveau-là. Parlons maintenant un peu des échéances à venir en 2025 pour Nolan Traoré avec évidemment la draft NBA. Avec tout ce qu'on vient de dire, les qualités de scoreur et ses qualités athlétiques chez Nolan Traoré, le fait qu'il ait déjà évolué au niveau professionnel en Europe et la hype que connaissent les joueurs français depuis quelques années en NBA. Je vous rappelle qu'on a quand même eu 5 joueurs dans le top 10 ces 2 dernières années. Je pense qu'un top 10 est largement à la portée de Nolan Traoré et que si les planètes s'alignent bien pour lui, qu'il confirme sur la deuxième partie de saison à Saint-Quentin et en équipe de France, il peut même viser un top 5. On n'aura pas de troisième numéro 1 de draft d'affilée français. Après Victor Wembanyama en 2023 et Zachary Rizaché l'an dernier, le titre de numéro 1 de draft sont promis à Cooper Flagg, qui évolue cette année dans le championnat NCAA à Duke et qui fait saliver toutes les équipes qui sont en course pour la loterie de la draft NBA. La dernière mock draft, donc la prédiction que les Américains adorent faire avec
telle équipe qui va choisir tel joueur à telle position, etc. Envoyer Nolan Traoré à Détroit en 5e position, ce qui honnêtement me semble un peu bizarre et surtout très aléatoire, pas en termes de position pour Nolan, ça me semble assez correct. En revanche, rien ne dit que les Pistons vont drafter à cette position, eux qui font plutôt une bonne saison cette année, qui devraient peut-être drafter un peu plus haut que ça. Et surtout, ce n'est pas le besoin actuel des Pistons avec Kate Cunningham, Jalen Ivey, etc. sur les postes arrière. Ils sont déjà quand même bien fournis en jeunes à ce poste. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vois tout de même un top 5 pour Nolan Traoré. Je ne sais pas trop vers quelle équipe lui irait bien. Si vous avez des suggestions, encore une fois, n'hésitez pas à les donner en commentaire. On enchaîne avec un autre jeune de 21 ans cette fois qui vient tout juste de faire son entrée dans le top 30 du tennis mondial et est en pleine éclosion. Du haut de ses 2,03 m et plus de 100 kg, Giovanni Mpetshi Pericard ne représente pas tout à fait le joueur tennis moderne, mais fait plutôt penser à un nouveau Ivo Karlovic ou John Isner. Alors, je vais vous le présenter et partager mes ambitions pour lui en 2025. On retrouve Giovanni Mpetshi Pericard en 2021 où il connaît l'apogée de sa carrière junior en atteignant les demi-finales de Roland Garros junior et fait partie du carré magique puisqu'ils sont 4 Français en demi-finale du tournoi de la Porte d'Auteuil cette année-là. De noms que vous connaissez certainement déjà si vous suivez le tennis, Lucas Van Haché et surtout Arthur Fils, le grand espoir du tennis français depuis un peu plus d'un an. Et le dernier qui malheureusement n'a pas connu la même ascension que ses 3 compatriotes, Sean Quinn. Giovanni Mpetshi Pericard s'incline au tie-break du 3e en demi-finale face à Arthur Fils, mais c'est Van Haché qui remporte finalement le tournoi. Fils et Mpetshi Pericard remportent également le tournoi en double. Donc ça y est, toute la France du tennis est enthousiaste après ce Roland Garros très prometteur du côté des juniors. Mais si Lucas Van Haché et Arthur Fils intègrent le top 100 assez rapidement, Giovanni Mpetshi Pericard connaît des débuts plus compliqués sur le circuit professionnel, sans grands résultats en challenger entre 2021 et 2023. Mais le déclic arrive en octobre 2023 au tournoi ATP 250 d'Anvers, où il est appelé en catastrophe pour jouer les qualifications suite à un forfait de dernière minute. Il réussit à sortir des qualifs, remporte son premier match sur le circuit ATP face à la tête de série numéro 1 et atteint les quarts de finale en battant le régional de l'étape et l'ancien top 10, David Goffin. Ça y est, la machine est enfin lancée pour Giovanni. Grâce à ce résultat, il débute la saison 2024 aux portes du top 200, puis fort de 3 victoires en Challenger en première partie de saison, il se rapproche petit à petit du top 100 mondial, mais c'est au mois de mai que tout va s'accélérer pour lui. Il est invité par les organisateurs de l'ATP 250 de Lyon la semaine juste avant Roland Garros, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a profité de la chance qui lui a été offerte, puisqu'il va remporter son premier tournoi ATP en battant plusieurs top 30 au passage et en sauvant une balle de match en finale face à l'Argentin Thomas Martin Etcheverry. Cette première victoire lui permet de faire un bond gigantesque au classement et de passer de la 117e à la 66e place mondiale, véritable cap puisqu'il est maintenant qualifié d'office pour tous les grands chelems et autres grands tournois du circuit ATP. Malheureusement, il arrive émoussé à Roland Garros qui s'enchaîne directement après sa grosse semaine à Lyon et il s'incline au premier tour en 5-7 face à David Goffin. Vient ensuite la saison sur herbe qui, avec son énorme service et son jeu très offensif, semble lui être la mieux adaptée. Et cela se confirme puisqu'il obtient son meilleur résultat en Grand Chelem avec un 8e de finale à Wimbledon. Encore une fois, petit coup de pouce du destin puisqu'il n'aurait pas dû disputer le tournoi britannique après avoir perdu au dernier tour des qualifications. Mais il est repêché suite à un forfait de dernière minute et se retrouve face à Sébastien Corda, 20e mondial au premier tour. Il s'impose après un combat dantesque de plus de 5 heures et 4 jeux décisifs et connaît ensuite 2 matchs un peu plus tranquilles pour se hisser en 8e où il s'inclinera en 4 manches face à l'Italien Musetti en grande forme à cette époque de l'année l'an dernier. Après des tournées américaines et asiatiques ratées, il revient en Europe pour remporter son 2e titre sur le circuit ATP et son premier en ATP 500 en battant notamment 2 top 15 en demi et en finale, le Danois Holger Rune d'abord et l'Américain Ben Shelton ensuite en finale. Ces résultats lui permettent de finir l'année 2024 au 31e rang mondial, une progression de 171 rangs et qui lui vaudra d'être élu par les autres joueurs du circuit meilleure progression de l'année 2024. En termes de style de jeu maintenant, beaucoup s'accordent à dire qu'il est déjà le meilleur serveur sur les circuits actuellement, ce qui se confirme dans les stats puisqu'il est leader au classement de l'efficacité au service qui prend en compte plusieurs stats
liés au service dont je ne vais pas vous parler en détail. Mais parmi tous les joueurs ATP, c'est Giovanni Mpetshi Pericard le meilleur. Autre particularité chez lui, c'est son revers à une main qui sont de plus en plus rares sur le circuit. Donc voilà, vraiment un profil atypique dans le tennis moderne. Évidemment, son plan de jeu premier est d'essayer de remporter le point avec son service ou en 2-3 coups de raquette, mais il devra faire évoluer son jeu s'il veut vraiment encore passer un cap et ne pas être plafonné au top 20 ou 30. Quand on arrive face aux joueurs du top 10, je trouve que le niveau au retour et la capacité de gérer mentalement les gros moments qui sont d'autant plus importants face aux gros serveurs car on a très très peu d'occasions sur leur service et de sortir le bon coup, le bon retour au bon moment est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les grands joueurs. On peut le voir d'ailleurs, hein, Isner, Karlovic n'ont jamais vraiment réussi à s'imposer de façon régulière face à des joueurs du top 10. Et pourtant, Karlovic avait une volée très solide, mais n'a jamais été au-delà de la 14e place. John Isner a lui bien su faire évoluer son jeu de fond de cours pour intégrer le top 10 pendant quelques temps. Mais voilà, même avec tout ça, ils ont plus souvent été autour du top 20-30 lors de leurs meilleures années. Concernant son année 2025, elle a plutôt bien commencé avec une demi-finale à Brisbane la semaine dernière. Je pense qu'il a une petite carte à jouer à l'Open d'Australie qui débute dans les prochains jours et où il sera tête de série et devrait donc être relativement protégé au niveau du tirage au sort. Le tirage au sort est tombé et il va affronter un des vétérans français du circuit, Gaël Monfils. Donc voilà, petit choc franco-français, c'est toujours un peu dommage en premier tour de Grand Chelem, mais à voir s'il va pouvoir gérer ce nouveau statut face à une des légendes du tennis français. Plus généralement, cette année, j'aimerais le voir continuer sa progression au classement jusqu'au top 15 avec un nouveau statut, comme je l'ai dit, où il sera tête de série dans les grands chelems. Une belle carte à jouer également pour lui à Wimbledon de par son style de jeu. Donc j'aimerais le voir atteindre la deuxième semaine, donc les huitièmes de finale dans au moins 2 grands chelems. Je le vois bien faire ça à l'Open d'Australie puisqu'il a l'air en forme cette semaine et à Wimbledon, sa surface de prédilection qui est le gazon. Voilà donc de très belles promesses pour le tennis français la saison dernière avec Arthur Fils, Hugo Humbert et donc Giovanni Mpetshi Pericard. On espère que ça va se confirmer. Dites-moi si vous voyez Giovanni Mpetshi Pericard peut-être péter un peu le tableau dans un grand chelem, donc pas forcément aller gagner, mais pourquoi pas un quart de finale ou peut-être intégrer le top 15, voire le top 10. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on passe des cours de tennis à l'octogone avec un combattant français invaincu avec 11 victoires et 0 défaites chez les professionnels. Dernier français arrivé à l'UFC où Marcy a fait beaucoup parler de lui en 2024. Je vais vous présenter l'un des plus gros prospects chez les mi-lourds, une catégorie en plein renouveau avec l'ascension du monstre Alex Pereira. Oumar Sy a fait ses débuts en professionnel dans les organisations mineures en France et gagne ses 4 premiers combats par KO ou soumission. Il arrive ensuite dans des organisations plus importantes à l'international et notamment en Europe de l'Est comme le KSW ou Octagon qui peuvent être vus comme l'antichambre de l'UFC. Là aussi, il enchaîne les victoires convaincantes et monte son bilan à 9 victoires, 0 défaites avec un style spectaculaire puisque dans ces 9 victoires, 7 ont été obtenues avant la limite du combat. Et ce style spectaculaire a tapé dans l'œil de Dana White et de l'UFC qui le font signer en 2024. À 28 ans, donc, il rejoint la première organisation de MMA au monde avec l'étiquette d'énorme prospect. Ça peut paraître déjà assez vieux pour arriver au plus haut niveau, mais c'est encore plutôt jeune dans le MMA malgré tous les coups qui prennent dans la gueule. Le champion actuel de sa catégorie, par exemple, Alex Pereira, a 37 ans et a fait ses débuts à l'UFC en 2021. Donc voilà, encore beaucoup de temps pour notre Français de faire son trou. Il fait donc son entrée à l'UFC en 2024 et il ne déçoit pas pour ses débuts avec une victoire facile par soumission dès le premier round face à l'Américain Tuko Tokos, ce qui lui ouvre les portes de l'UFC Paris en septembre. Et c'est lors de cet événement à domicile qu'Oumar Sy se révèle au grand public français, car même si c'est un énorme prospect dans sa catégorie, il s'est surtout fait un nom dans les organisations étrangères et l'UFC Paris faisait figure de présentation avec les fans français. Et le français n'a pas déçu le public, là encore avec une victoire sur décision unanime face à l'expérimenté coréen Da Won-jun. Victoire très convaincante donc qui lui offre une belle opportunité de faire son apparition dans le top 15 de la catégorie puisqu'on retrouvera le français dès mars 2025 à l'UFC Londres face à l'américain Alonzo Menifield qui lui est 15e au classement des mi-lourds. Une belle occasion donc, mais attention à son adversaire qui même s'il est sur une série de 2 défaites reste très expérimenté avec un bilan de 15 victoires pour 5 défaites et a surtout une puissance de frappe qui peut éteindre beaucoup de monde à n'importe quel moment du combat. Mais le français, combattant complet aussi bien en kickboxing qu'en lutte au sol,
a les armes pour le battre et en plus de cela est lui en pleine ascension et en pleine confiance alors que son adversaire reste sur 2 défaites de suite comme je viens de le dire. On peut l'imaginer jouer la carte du sol qui est un de ses points forts face à Menifield au vu du danger que celui-ci représente en boxe. Donc voilà, avec tout ça, j'imagine plutôt Oumar s'imposer, mais j'avais dit pareil pour Benoît Saint-Denis face à Renato Moicano. Donc bon, ne pariez pas non plus votre maison là-dessus. S'il y a victoire, il rentrera donc dans le classement des 15 meilleurs combattants de cette catégorie, mais beaucoup de spécialistes s'accordent à dire qu'Oumar Sy pourrait monter encore plus haut assez rapidement. En effet, cette catégorie a été nettoyée en long, en large et surtout en travers par Alex Pereira, qui commence à manquer d'adversaires. Et avec une victoire en mars, Oumar Sy s'imposerait comme l'un des nouveaux visages les plus excitants d'une catégorie où le chemin vers le titre peut être plus court que dans les autres. Mais pour tout ça, il faudra d'abord une victoire avec la manière, finition ou décision unanime après un combat largement dominé. Et comme je viens de le dire, un combat pour le titre pourrait donc arriver plus vite que prévu pour Oumar Sy. On sait que Pereira est un kickboxer élite, mais il n'a jamais été mis en difficulté face à un vrai bon lutteur au sol qui est l'un des points forts d'Oumar Sy, comme je l'ai dit plus tôt. Donc voilà, moi je me dis que sur un concours de circonstances, si Oumar Sy continue à être aussi convaincant, on pourrait avoir un combat pour le titre face à Pereira et que Pereira n'a jamais fait face à ce type d'adversaire. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez qu'Oumar Sy se ferait éteindre comme tous les autres par Alex Pereira ou s'il a au contraire une petite chance face au monstre de la catégorie des Milo. On enchaîne avec le 4e et avant-dernier crack de cette vidéo, le golfeur parisien Antoine Rosner. Si vous ne suivez pas le golf, vous n'avez sûrement pas beaucoup entendu parler de lui, peut-être il y a un mois et demi lors du DP World Tour Championship. Et pourtant, il pourrait bien suivre l'exemple de son compatriote Mathieu Pavon, auteur d'une saison rookie historique sur le PGA Tour, le gratin du golf mondial. Antoine Rosner est de la génération 93, la meilleure de toutes, soit dit en passant. On peut se dire, ouais, déjà 31 ans, pourquoi il nous parle de lui? Mais le golf est un sport avec des carrières très longues et où beaucoup se révèlent aux alentours de la trentaine avec un peu plus de maturité. Il a fait ses classes à l'université de Missouri, Kansas City de 2012 à 2016, donc en NCAA, le championnat universitaire dont sont issus beaucoup des meilleurs joueurs au monde. Il a ensuite grimpé un à un les échelons du golf européen, l'Alps Tour, puis le Challenge Tour pour enfin arriver dans l'élite du golf européen, le DP World Tour en 2020. Et depuis 2023, ce circuit, le DP World Tour, permet chaque saison aux 10 meilleurs joueurs n'étant pas déjà qualifiés d'accéder au PGA Tour la saison prochaine. À l'image de Mathieu Pavon et Victor Pérez en 2023 qui ont validé leur ticket lors du dernier tournoi de la saison et évoluent sur le PGA Tour depuis un an. Et c'était également l'objectif d'Antoine Rosner en entrant dans sa saison 2024 sur le DP World Tour qu'on peut voir en gros comme la deuxième division du golf mondial. C'est un très gros résumé, mais voilà, j'ai la flemme de rentrer dans des explications compliquées sur les différences entre les deux circuits. Donc voilà, juste souvenez-vous de ça, DP World Tour, deuxième division, PGA Tour, première division. Mais malheureusement, depuis son entrée sur le DP World Tour en 2021, et même s'il remporte quelques tournois, il a manqué de régularité en finissant généralement entre la 30e et 40e place du classement sur la saison entière, ce qui ne lui permettait pas d'accéder au PGA Tour. Mais cela change en 2024 et malgré l'absence de victoire en tournoi, il décroche sa carte pour le plus prestigieux circuit de golf au monde en finissant 15e au classement de la saison 2024 sur le DP World Tour grâce à un superbe finish. 3 top 10 de suite dans des gros tournois pour finir l'année avec tout d'abord une 4e place en Corée du Sud, une 6e place à Abu Dhabi et enfin une superbe 3e place au DP World Tour Championship, tournoi de fin de saison qui rassemble les 50 meilleurs joueurs de l'année sur le circuit européen. Et c'est, pour être précis, ce dernier putt exactement qui va valider la présence d'Antoine Rosner sur le PGA Tour en 2025. On l'a entendu juste après ça au micro de Canal+, qui venait de lui annoncer que c'était bon, c'était sûr à 100% qu'il irait au PGA Tour. Et là, il a lâché toute son émotion et les larmes ont commencé à monter. Ça veut dire beaucoup pour lui. C'est un golfeur qui a beaucoup travaillé ces dernières années. Mais dans le golf, pour atteindre ce gratin du golf mondial, c'est très compliqué. Il y a des joueurs qui jouent en professionnel pendant des décennies et qui n'y arrivent jamais à ce niveau-là. Donc voilà, grosse émotion pour Antoine Rosner. Pour sa première saison sur le PGA Tour, le Français aura plusieurs défis. Le premier objectif sera pour lui de se maintenir dans cette division pour 2026 et pour cela, il doit finir dans le top 125 de la saison.
Il commencera assez bas dans le classement et n'aura donc pas accès aux plus gros tournois du calendrier et notamment les Signature Events ou les majeurs. Et cela sera donc le deuxième objectif, sera de performer dans les tournois de plus petite catégorie dans un premier temps pour se qualifier pour les 4 majeurs. Il faudra par exemple se hisser dans le top 70 pour disputer le PGA Championship, un des 4 majeurs, ou le top 50 pour disputer le Masters, peut-être le tournoi le plus iconique dans le monde du golf, disputé sur le parcours mythique d'Augusta, et enfin le top 60 pour disputer l'US Open. Il est en revanche déjà qualifié pour le dernier majeur de la saison, le seul disputé hors du sol américain, le British Open, qui est un peu le majeur des Européens, et ça, il se qualifie à ce tournoi via ses performances sur le DP World Tour l'année dernière. Il y aura donc beaucoup de pression sur le classement pour se qualifier dans les tournois majeurs qui rapportent le plus de points. Donc c'est un peu un cercle vicieux parce que il faut monter au classement pour disputer les gros tournois, mais c'est aussi les gros tournois qui rapportent le plus de points pour monter au classement. Et si on veut être régulier et pouvoir s'inscrire dans la longueur sur le PGA Tour, il faut être performant sur ces plus petits tournois très vite pour monter au classement très vite et ensuite avoir accès à ces gros tournois. Donc voilà, une grosse année 2025 qui attend Antoine Rosner. La saison vient tout juste de débuter sur le PGA Tour, mais pour le moment, Antoine Rosner dispute la Team Cup à Abu Dhabi, une compétition par équipe qui oppose les Européens continentaux aux joueurs des îles britanniques sous forme de répétition générale pour la Ryder Cup qui se disputera aux États-Unis cette année. Après cela, il se lancera pleinement dans cette nouvelle aventure outre-Atlantique et on lui souhaite le meilleur. Allez, on arrive doucement vers la fin de cette vidéo les amis, on va parler de la dernière pépite et peut-être le sportif que j'ai le plus hâte de voir en 2025 car lui pour le coup on entend parler depuis quelques années. Isaac Hadjar, 20 ans, va faire ses grands débuts en Formule 1 avec l'équipe Racing Bulls après un parcours fait de haut et de bas ces dernières années. Mais on parle là d'un phénomène de la course automobile, fou de karting depuis tout jeune, une passion transmise par son père, comparé déjà à un jeune Alain Prost et qui a su taper dans l'œil de la maison Red Bull ces dernières années et que tout le monde de la Formule 1 garde à l'œil depuis quelques temps. Alors que sa carrière patine un peu en Formule 4, c'est plus précisément en mai 2021 à Monaco que le déclic a lieu pour le jeune Français. Vainqueur à 16 ans en Formule régionale de la première course du week-end, puis deuxième de la seconde course le lendemain, il tape dans l'œil d'un certain Helmut Marko. Le soir même, le dirigeant de Red Bull lui fait signer un contrat et l'intègre au programme de développement des jeunes pilotes Red Bull, ce qui lui amène un apport financier, une grosse structure d'entraînement et la perspective d'avoir sa chance un jour en Formule 1. Arrivé à la Red Bull Academy en 2022, il est suivi par Guillaume Roquelin, ingénieur de Sébastien Vettel lors de ses 4 titres avec Red Bull et aujourd'hui directeur de l'académie. Donc voilà, c'est clairement un gros changement de monde pour Isaac Hadjar qui va pouvoir se professionnaliser et vraiment toucher du doigt son rêve d'arriver en Formule 1. Mais malheureusement, après une saison en 2022 en Formule 3, il monte en Formule 2 en 2023, l'antichambre de la F1, mais sa première saison est décevante puisqu'il ne finit que 14e du championnat et arrive donc avec beaucoup de pression sur la saison 2024 qu'il voit lui comme sa dernière chance pour arriver en Formule 1. Pour lui, c'est clair, s'il ne convainc pas cette saison, il risque de ne plus jamais avoir sa chance. Il rejoint l'écurie Campos Racing sous la forme d'un accord avec la maison mère Red Bull au début de la saison 2024, mais connaît un démarrage cauchemardesque avec plusieurs abandons et se retrouve loin des leaders et d'avoir sa place en Formule 1. Première victoire de 2024 retirée pour une pénalité en course sprint en Australie, mais il connaît quand même un petit déclic et remporte la course principale le lendemain après être parti 8e sur la grille. Plus tard dans la saison, il va nous offrir une scène qui a fait le tour du monde avec un réflexe exceptionnel dans le tunnel de Monaco pendant les qualifications en évitant de justesse un pilote au ralenti sur la piste. Malheureusement, une erreur de stratégie de son équipe lui coûte la victoire le lendemain lors de la course sur ce circuit mythique qu'est Monaco. Il montre là son gros caractère à la radio en engueulant son équipe, mais sans manque de respect, ce qui est très intéressant chez lui, je trouve. On remarque plus un désir intense de victoire que la rage de ne pas gagner et ça c'est une différence très importante. Après Monaco, il enchaîne avec 2 nouvelles victoires à Silverstone et à Spa et se retrouve leader du championnat à la pause estivale avec 36 points d'avance sur le Brésilien Gabriel Bortoleto. Mais au retour de ce break, il enchaîne les contre-performances et coup de malchance à Monza, il part 2e sur la grille alors que son rival part dernier, mais un problème moteur en course sprint et un énorme concours de circonstances en course principale
le voit finir seulement 11e alors que le Brésilien remonte toute la grille pour s'imposer au final et réduire l'écart avec Isaac Hadjar. À Bakou, après un accident en qualification, il part 20e sur la grille et c'est donc un autre week-end qui lui échappe au pire des moments. Pire des moments car après ça, la grille de Formule 1 commence à se dessiner avec ses rivaux Bortoleto chez Sauber, Antonelli chez Mercedes et Biermann chez Haas qui assurent déjà leur place. Donc voilà, timing horrible pour Isaac Hadjar quand les écuries de Formule 1 commencent à faire leur marché en F2. Lui, il enchaîne les week-ends avec des contre-performances, des problèmes moteurs, des coups de malchance. Donc voilà, pas très bon pour sa cote de popularité auprès de ses écuries. Malgré ses difficultés et la perte de la tête du championnat, Helmut Marko, l'un des boss de Red Bull dont on a parlé plus haut, lui assure son soutien à Isaac Hadjar qui reste son chouchou. Il passe ensuite pilote de réserve pour Racing Bull et Red Bull et se tient prêt à monter dans la voiture à tout moment au cas où il y ait une blessure ou maladie d'un des 4 pilotes titulaires. Il a notamment remplacé Max Verstappen en essai libre lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Il perd malheureusement le titre en Formule 2 lors de la dernière course de la saison après avoir calé sur la ligne de départ à Abu Dhabi. Donc voilà, un scénario très cruel sur cette fin de championnat pour lui, mais l'essentiel est ailleurs puisque quelques jours plus tard, le 20 décembre, il est annoncé pilote titulaire chez Racing Bulls, l'écurie test, on va dire, de Red Bull. Isaac Hadjar deviendra donc officiellement un pilote de Formule 1 le 16 mars en Australie, à Melbourne, site du premier Grand Prix de la saison. Mais quelles ambitions peut-on nourrir pour lui en tant que rookie? Avant toute chose, il devra prouver à son équipe et à Red Bull qu'il est un pilote fiable et donc limiter un maximum les dégâts sur sa monoplace et les erreurs en course. Tout ça sans évidemment oublier la performance et la régularité dans les résultats, ce qui ne sera pas facile dans une équipe qui a fini 8e l'an dernier, mais au-delà du classement, il devra surtout battre son coéquipier et principal rival Yuki Tsunoda, puisque leurs données seront constamment étudiées et comparées. Ce ne sera pas un défi facile face au Japonais qui a déjà réussi à pousser Daniel Ricciardo à la retraite l'an dernier et dispose d'une bien plus grande expérience que le Français, lui qui va entamer sa 5e saison dans l'écurie. Ce duel aura d'autant plus d'enjeux car avec le départ de Sergio Pérez l'an dernier de Red Bull et la promotion de l'inexpérimenté Liam Lawson comme deuxième pilote derrière Max Verstappen, Isaac Hadjar aurait peut-être une chance ou une petite opportunité d'intégrer l'écurie principale de Red Bull. Car c'est le même cas de figure pour Liam Lawson. S'il ne convainc pas les dirigeants de Red Bull rapidement, il pourrait se retrouver sur un siège éjectable, comme on l'a vu par le passé avec Pierre Gasly malheureusement, ou Alex Albon qui n'ont pas fait long feu dans l'écurie. Donc voilà, pourquoi pas une très belle opportunité chez Red Bull dès sa première saison en Formule 1, dans un futur relativement proche, peut-être à mi-saison ou la saison prochaine pour Isaac Hadjar s'il convainc. Dites-moi si vous croyez en cette petite prédiction. Je sais que, comme encore une fois, j'ai tendance à beaucoup m'enflammer avec nos sportifs français, mais là, je crois vraiment, d'après ce que j'ai entendu sur lui, que c'est vraiment un crack des sports auto et donc qu'on peut l'attendre à ce niveau-là. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce top 5 de mes pépites françaises à suivre en 2025 vous a plu. N'hésitez pas à m'en proposer d'autres en commentaire. J'ai dû faire des choix. Malheureusement, j'ai pas pu mettre tous ceux à qui j'ai pensé. Mais si cette vidéo marche bien et que vous me proposez des noms assez cool en commentaire, je ferai peut-être un deuxième épisode des sportifs français à suivre en 2025. En attendant tout ça, on n'oublie pas de mettre un petit like sur la vidéo si elle t'a plu, de t'abonner pour donner de la force au Poto Sport Club. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao l'équipe.